comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais donner immédiatement la parole à notre rapporteur Éric Bocquet pour alimenter le débat qui va suivre. Bien, merci Monsieur le Président de vos propos introductifs. Et je repartirai de vos derniers mots. Volonté politique, dites-vous. J'adhère complètement à cette idée, puisque dans nos réflexions, vous parlez de prise de conscience collective, et je pense qu'effectivement, nous sommes en train de franchir une étape de ce point de vue, même il serait ridicule de se réjouir trop tôt, mais il se passe quelque chose en France, en Europe, dans le monde, par rapport à ce sujet, et c'est bien ainsi. Je crois que c'est un levier qui ne peut que nous aider. Quand je dis nous, je mets les citoyens, les décideurs, les élus là où ils sont, par rapport à cette volonté politique qui est le moteur de tout. Ça, je suis intimement convaincu de cette idée. Et puis, évidemment, la dimension internationale que vous soulignez à juste titre, l'harmonisation. Tant qu'il y aura différence de fiscalité, il y aura tentative, c'est évident. Donc, mais ça fait partie, ça nous ramène à la volonté politique de travailler ensemble dans les discours et dans les actes, bien sûr. Alors, vous avez donc dirigé un établissement bancaire de renom important. À l'époque où vous aviez vous étiez aux manettes dans cet établissement, est-ce que vous avez été confronté à cette mécanique de l'évasion offshore? Avez-vous été en situation d'avoir approché dans vos milieux la création de montages offshore, des schémas d'optimisation? Enfin, avez-vous été confronté à cette problématique? Évidemment, l'époque n'était pas tout à fait la même, mais elle n'est pas si ancienne que cela, bien évidemment. Et, avez-vous un vécu, une expérience par rapport à ces problématiques-là? Oui, bien sûr. Mais je l'ai toujours. Ça fait partie de mon discours introductif. Par exemple, c'est ancien, mais je vais vous donner ensuite un exemple récent. J'ai monté dans ma jeunesse, presque ma jeunesse, l'organisation de financement aéronautique du Crédit Lyonnais. Et j'ai financé toutes les exportations d'Airbus entre 1974 et 1981. Nous avons utilisé des plateformes dans ce que vous appelez des places offshore pour tirer parti d'avantages fiscaux que nous répercutions sur le client final, ce qui était un moyen d'abaisser le taux d'intérêt, donc le coût du financement, et de favoriser les exportations françaises. Je l'ai fait de manière tout à fait tranquille. C'est typiquement le genre d'optimisation que vous pouvez être amené à pratiquer en toute tranquillité. Est-ce que vous savez que ça se pratique toujours sur les exportations d'avions? Ça se pratique toujours sur les ventes de bateaux. On n'en fabrique plus beaucoup en France. Mais il y a plein de bateaux qui sont achetés à travers des structures de ce type parce qu'il y a des avantages fiscaux au passage. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des pays qui sont des pays d'immatriculation de bateaux? Je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si Luxembourg est une place offshore ou pas. Je reviens à ma question. Qu'est-ce que c'est les places offshore? Définition, liste. Mais nous sommes amenés de manière tout à fait naturelle dans la vie internationale à avoir besoin de structures intermédiaires. Je vais vous donner un exemple actuel. Je m'occupe, en tant que conseil, de la restructuration de l'Assor. Il y a plus de 30 banquiers qui ont prêté de l'argent à l'Assor, dont la moitié sont internationaux, non français. Il y a un moment où il va falloir les rassembler dans une structure. Cette structure est une structure intermédiaire entre le banquier initial qui prête de l'argent et l'emprunteur final, l'Assor. Cette structure intermédiaire, il est normal qu'on la place dans un endroit où il n'y ait pas, dans notre jargon, de frottement fiscal. Quand on connaît ces métiers-là, qu'on a l'habitude de les pratiquer, on dit où est-ce qu'on va placer une structure dans laquelle il n'y a pas de frottement fiscal? Première réponse, Luxembourg. Après on dit la France. Ah ben, on va vérifier. Dans le cas particulier, il est probable qu'il n'y a pas trop de handicaps fiscaux en France. Mais je veux dire, le regard est un regard complètement professionnel. C'est ce que j'appelle de l'optimisation fiscale.
Le banquier qui fait ça, il ne fait pas ça pour payer lui moins d'impôts. Il fait ça pour que son client final paye des taux d'intérêt moins élevés. Bien entendu, les grandes entreprises, et le banquier lui-même dans sa composante grande entreprise, va aussi faire en sorte que, en toute légalité, sa propre charge fiscale soit le moins élevée possible. Donc, de ce point de vue-là, je vais le dire autrement, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence, du point de vue fiscal, il n'y a pas de différence entre une place offshore et une place onshore. Il y a des pays avec des fiscalités différentes, point. Est-ce que l'Irlande est onshore ou offshore? Je ne sais pas. Je sais que le taux d'impôt sur les sociétés y est de 12,5%. Et ça, je ne suis pas le seul à le savoir, hein, croyez-moi. Alors, ça m'amène à la question suivante. Vous disiez que ce genre de pratique, donc d'un point de vue personnel, moral, vous n'approuviez pas. Celle-là, si. Celle-là, si. Mais est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire que vous tolérez l'optimisation jusqu'à ce qu'elle ne soit pas abusive? Est-ce que c'est ça votre propos? Certainement. Dans ce cas-là, où est la limite de l'acceptable et de l'inacceptable? Vous voyez bien que l'abusif, ça va relever de ma morale personnelle. Parce qu'il n'y a pas pour l'instant de jugement collectif sur l'abusif ou pas l'abusif. Quand je vois Google ne payer à peu près aucun impôt sur le revenu, oui, je suis choqué. Je suis choqué en tant que citoyen. Et donc je me dis, qu'est-ce que le législateur attend? Mais je ne condamne pas Google. J'attends que le législateur change la loi. Parce que Google, après tout, ils font leur métier. Des gens qui sont géniaux pour fabriquer des tablettes, vous pouvez vous attendre à ce qu'ils soient aussi géniaux en matière d'optimisation fiscale. Et donc, c'est au législateur de dire non, ça je refuse. Et il aura l'appui de quelques citoyens. Mais renversez pas à nouveau l'ordre des responsabilités. Si je suis banquier de Google, je ne vais pas dire à Google, vous savez, c'est mal ce que vous faites. Ce n'est pas à moi de lui dire. Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur le Président, qu'il faudrait qu'un lien plus étroit soit noué entre la valeur économique et la valeur fiscale dans ce cas-là, puisque c'est un vrai sujet, ça? Certes, vous avez complètement raison, Monsieur le rapporteur, complètement raison. Mais j'attends avec impatience qu'il y ait enfin un peu de lueur jetée sur cette nature de lien. Est-ce que vous me permettez de faire à nouveau une provocation sur un sujet qui me tient relativement à cœur? Je vois partout dans la presse, sous toutes les plumes, de droite ou de gauche, le fait que les grandes entreprises françaises ne payent que 8 ou 9% d'impôts sur les sociétés, quand les PME en payent 29 ou 30. Est-ce que je peux vous dire que ces chiffres-là, à mes yeux, n'ont strictement aucune signification et qu'on n'a pas essayé une seule seconde sur cet exemple-là, qui est pourtant un exemple clé, de faire la relation entre la charge fiscale et le pays d'origine, et le pays de création de valeur. Et je m'explique tout de suite. Bien entendu, j'ai essayé d'en discuter avec deux grands patrons. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que d'une certaine façon, il y a une volonté d'obscurité des deux côtés. L'INSEE et le fisc sont incapables de se mettre d'accord pour essayer d'arriver à une vision commune, pour des raisons profondes, hein, d'ailleurs. Les grands patrons, manifestement, n'ont pas très envie d'aller éclairer cette relation, et les politiques, ça les arrange assez, finalement, que tout ceci reste dans l'obscurité qui leur permet d'utiliser les chiffres sans savoir ce qu'il y a derrière. Pourquoi je pense que ces chiffres ne veulent rien dire? Ce que je sais à la fois des grandes entreprises et de la fiscalité, c'est que ce qui est taxé en France, c'est la holding, par définition. Or, dans la base
de ce qui est taxé en France, il y a tous les dividendes qui remontent de l'étranger. Ces dividendes qui remontent dans l'étranger, ils ne sont pas nés sur le territoire français. Et ils ont déjà payé l'impôt à l'étranger. Symétriquement, vous me direz, il y a sur les mêmes holdings, en général, la totalité de la dette. Ce qui fait que le poids sur le compte d'exploitation de la dette est plus fort au niveau de la holding que sur les filiales. Quelle est l'importance relative des deux phénomènes? Personne ne sait. Et donc la simple question, monsieur de Total, monsieur de Gaz de France Suez, monsieur de LVMH, quel est exactement le montant de création de valeur que vous avez sur le territoire français et qu'est-ce que vous payez comme impôt en France? Quelle est la création de valeur que vous avez à l'étranger et qu'est-ce que vous payez comme impôt à l'étranger? Cette question-là, personne, aujourd'hui, absolument personne n'a la réponse. Mais la question est quand même posée avec l'idée d'une présentation de comptabilité pays par pays qui aujourd'hui donc va s'imposer aux banques et que certains souhaiteraient élargir à l'ensemble des grands groupes. Pensez-vous pas là qu'il y aurait un moyen d'une réponse en matière de transparence et de justice de manière à rendre des comptes effectivement fiables, authentiques, sincères? C'est une bonne chose. Hein. De toute façon, c'est une bonne chose. Et j'y suis favorable au nom de la transparence. Mais pays par pays, vous aurez... C'est presque trop décomposé. Ce que je regrette simplement, c'est que l'INSEE, la comptabilité nationale, mesure la création de valeur sur le territoire français. Elle ne mesure pas la création de valeur à l'étranger. Ça ne l'intéresse pas. Et la fiscalité consolide des liasses fiscales qui sont en général pas par pays, qui sont plutôt par société. Et donc, la question plus agrégée, vous avez raison, avoir des comptabilités par pays, c'est un grand progrès. Les comptabilités des grandes sociétés ne sont pas établies par pays aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas une base significative pour elles. Ils payent la fiscalité pays par pays, mais la comptabilité n'est pas établie pays par pays. Et donc, pas nécessairement établie pays par pays. Je trouve qu'on demanderait, pour commencer, aux grandes sociétés internationales françaises, ou à toutes les sociétés françaises qui ont une activité internationale, de distinguer simplement deux chiffres. La valeur ajoutée globale qui est créée, qu'est-ce qui est créé en France, qu'est-ce qui est créé à l'extérieur de la France. Ça, normalement, le total des deux doit faire 100. Et deuxièmement, même chose sur les recettes fiscales. Ils connaissent les impôts totaux payés. Ce qu'il y a de très intéressant dans tous les chiffres que je vois, on dit 8% d'impôts payés en France sur leurs résultats. Il n'y a jamais le chiffre d'impôts totaux qui payent dans le monde sur leurs résultats mondiaux. Donc, je voudrais juste ces 4 chiffres. Valeur ajoutée France, valeur ajoutée reste du monde. Impôt France, impôt reste du monde. On aurait fait un énorme progrès. Une dernière série de questions avant de passer, avec la permission du Président, la parole à mes collègues. Pour revenir à vos activités, donc, quand vous dirigiez l'établissement bancaire, combien de filiales étaient installées dans les territoires offshore, dans l'établissement que vous dirigiez? Quelles étaient les raisons de l'existence de ces filiales dans ces territoires? Quelles étaient leurs activités? Et le recours en interne à des juristes chargés de structurer fiscalement les produits était-il une pratique courante à l'époque? J'aurais tendance, si j'étais insolent, à vous dire, monsieur le rapporteur, donnez-moi la liste de ce que vous appelez filiales offshore. Vous les avez un peu décrits tout à l'heure, fiscalité, secret bancaire, manque de coopération. Est-ce que Monaco y est? La liste française n'est pas publiée à la date d'aujourd'hui pour l'année 2013. La liste des territoires considérés comme tels par la France, à la date d'aujourd'hui, n'est toujours pas publiée à ma connaissance, sauf erreur de ma part. Et il en existe 4 de par le monde, vous le savez, donc effectivement, il y a besoin d'une définition commune, mais vous en avez donné des critères quand même qui sont assez significatifs, me semble-t-il, sur la fiscalité. C'est rare que vous ayez sur un même territoire les 4 critères. Hein. Mais est-ce que j'avais une filiale en Irlande? Oui. Est-ce que j'avais une filiale à Monaco? Oui. Est-ce que j'avais une filiale à Luxembourg? Oui. Après,
Bermudes, par exemple, non? Bermudes et Caïmans, je ne crois pas, sans en être certain. Panama, oui. Liechtenstein, je ne crois pas. Je crois pas. Bien, donc voilà quelques territoires cités. Quel type d'activité y était menée, donc? Complètement différent d'un territoire à l'autre. C'est-à-dire? Suisse, oui. Donc, un bon exemple sur la Suisse, parce qu'on insiste sur l'aspect fraude fiscale, non-communication. Très bien. Est-ce que je peux vous dire, je pense que ça a peut-être changé depuis. Quand j'étais président du Crédit Lyonnais, je ne pouvais pas inspecter de Paris ma filiale suisse. Je ne pouvais même pas avoir communication des inspections détaillées. Le secret bancaire s'opposait, y compris à l'intérieur de la banque, à la maison mère. C'est intéressant comme remarque. Je ne sais pas. Je disais ça à mes autorités de tutelle à l'époque, ça les laissait absolument froides. Hein. Et le contrôle interne existait, j'imagine, dans les filiales en question? Il était supposé exister. Je pouvais aller contrôler l'existence et les moyens techniques du contrôle interne. Mais je ne pouvais pas procéder moi-même aux inspections, ni avoir le résultat détaillé des inspections. Est-ce que vous avez vécu ça comme un problème en tant que responsable premier de l'entreprise? Bien sûr, c'était un problème. Et donc sans solution? Mais si, on passait outre. C'est-à-dire on était en contradiction avec la loi. En contradiction avec la loi suisse. Merci pour cette première série, Monsieur le Président. Si vous avez des... Oui, Marie-Hélène Deségo veut vous poser une question, Monsieur le Président. J'étais justement comme Monsieur le rapporteur sur ces questions des filiales de banques. Moi, on me dit qu'il y a quand même beaucoup de cette création de filiales. C'est pas, par exemple, d'une banque, c'est pas une par pays. On a cité ici pour Paribas, on a parlé de 300 filiales dans les paradis fiscaux sur 1000 filiales qu'aurait Paribas. Donc des chiffres extrêmement élevés. Donc moi, mes questions, c'est d'abord, pourquoi créer une filiale? D'abord, si on crée une filiale, est-ce que les conditions de création sont aussi draconiennes que quand on crée une banque? Parce que quand on crée une banque, on ne crée pas une banque comme ça. C'est pareil dans tous les pays. C'est pareil. Pour la filiale, c'est la même condition. Il faut avoir les mêmes... Ça dépend des pays, ça dépend des réglementations de pays. Ce sont des réglementations locales, ça dépend. Donc je pense qu'à priori... À nouveau, vous tombez sur les problèmes de reconnaissance ou pas de la régulation internationale. Donc on peut penser que c'est plus facile en créant... Non, vous avez tort. Créer une banque en Suisse, c'est très difficile. Très difficile. Et il faut y mettre beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de pays où le fait de créer une filiale est très coûteux en termes de fonds propres à affecter. Parce que les autorités de régulation locales veulent que la filiale puisse faire face à des coups durs éventuels. Il y a des pays qui vous autorisent à créer des succursales, ce qui coûte beaucoup moins cher. Bon, donc c'est très variable et ça dépend complètement de la législation locale. Ce que vous venez de dire est, à mon avis, très important. Donc, créer une filiale, une fois qu'on a des filiales de cette façon, j'ai bien compris que c'était dans l'intérêt du client, pour lui favoriser, lui obtenir des taux d'intérêt favorables, etc. C'est aussi un avantage pour les banques, puisqu'elles se soucient quand même d'optimisation fiscale, elles aussi, a priori. Sinon, on ne voit pas pourquoi elle créerait vraiment une filiale. Elle pourrait être sur un marché, dans un pays, sans pour autant créer cette structure. Non, je vais vous répondre. Ce n'est pas pour leur optimisation fiscale propre. Il y a 2 ou 3 motifs différents. Premièrement, vous avez une clientèle locale que vous avez envie de servir. Vous dites il y a de l'argent à gagner en faisant son métier de banquier généralement quelconque dans un pays généralement quelconque. Exemple, si je crée une filiale au Maroc, c'est pour servir la clientèle marocaine. Et ce fut le cas. Deuxièmement, vous avez dans l'activité financière un meilleur service à rendre à votre client pour des motifs parfaitement légitimes, au regard de la réglementation, de la législation existante. Donc, par exemple, c'est à ce titre que je vais créer une filiale en Irlande pour pouvoir, dans des structures intermédiaires, profiter du taux d'intérêt, du taux d'impôt sur les sociétés particulièrement bas en Irlande. Ou je vais créer des
des filiales dans des pays où je pourrais trouver des ressources en matière de détaxation des opérations de leasing, de façon à en faire profiter mes clients. Où je vais créer des filiales au Luxembourg pour pouvoir mettre en place des structures à multi-clients qui n'aient pas de frottement fiscal. Ça, c'est la deuxième catégorie. Aussi, à mes yeux, parfaitement légitime dans notre métier. Puis vous avez une troisième catégorie, qui est celle, je suppose, qui est la plus suspecte, mais on a tendance à tout confondre et la limite n'est pas tracée de manière exacte. C'est vous créez des filiales parce que vous avez une clientèle propre de personnes physiques ou de sociétés dont vous savez plus ou moins consciemment qu'elles se livrent à la fraude fiscale, pour parler brutalement, et vous leur offrez le service de faciliter ça. Okay. Vous suivez vos clients. Bon, est-ce que je peux vous dire tout à fait tranquillement que moi, je n'ai jamais pratiqué ça? D'accord, mais votre réponse a le mérite d'une très grande clarté. Et j'ajoute que, de mon point de vue, c'est très condamnable. Donc, je suis ravi de ce qui se passe, mais je pense que c'est très minoritaire en volume par rapport à la catégorie d'avant, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'optimisation fiscale. Et juste avec l'autorisation du président, est-ce qu'on peut fixer un montant d'une transaction, j'allais dire minimum, pour avoir un intérêt à passer dans un paradis fiscal? Vous chiffreriez ça sans aucun rapport avec l'actualité, bien sûr. Vous chiffreriez ça à quel niveau, à partir de quel montant? Pour qui? Pour une entreprise, pour un particulier, pour n'importe qui. C'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. C'est un particulier qui aura cette tentation-là. Le particulier, si je peux me permettre, il trouve toujours que ses impôts sont trop lourds dès qu'il se met à payer des impôts. Donc la tentation pour le particulier, surtout si vous lui facilitez les choses, elle vient très tôt. Je vais vous donner un exemple absolument scandaleux. Mais je ne vous donnerai pas le nom, je suis tenu au secret bancaire. Un haut fonctionnaire français, à l'étranger pendant plusieurs années, continue, après son retour en France, à y encaisser des revenus manifestement non déclarés. Et après 5, 6, 7 ans, 8 ans de retour en France, il vient me voir en me disant « Est-ce que tu peux m'aider à les rapatrier ?» Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'était une parenthèse. Ça joue à partir de quel montant? Quelques centaines de milliers d'euros. Cette tentation-là est très forte. Et c'est pour ça que la règle doit être, elle aussi, très forte. Les sociétés, je pense qu'elles ne vont pas faire d'optimisation fiscale avant quelques millions d'euros de montant de transaction. Bien, notre collègue Roland Duluard avait... Merci, Président. Très brièvement, je voudrais remercier M. Perlvat de ce qu'il a dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup intéressé sur le problème des sociétés. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'optimisation fiscale peut être légitime si l'excès d'impôts fait que les sociétés ont une croissance qui peut être mise en péril. Et au niveau de l'Europe, il faudrait pousser à une harmonisation fiscale, parce que on entend de beaux esprits actuellement, je ne veux pas pasticher Montebourg, mais l'année dernière, certains propos diffamants sur des tenants du CAC 40 m'ont profondément choqué. Qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'au lieu de faire fructifier les avoirs en France, on les laisse à l'étranger. Prenez un groupe comme Total, il n'y a que 8% de sa valeur ajoutée qui est réellement produite en France. Et je ne trouve pas illégitime
qu'ils payent les impôts dans les pays où ils créent la valeur ajoutée. Je crois qu'il faut sortir de cette façon de voir qui, à mon avis, me paraît fausse dans l'intérêt de la France. Et au jour d'aujourd'hui, je suis frappé de voir que les recettes fiscales attendues depuis l'augmentation considérable de la fiscalité, tant sur les particuliers que sur les sociétés, fait qu'aujourd'hui, les recettes ne sont pas au rendez-vous parce qu'on est dans une crise et parce que trop d'impôts tue l'impôt. J'aimerais savoir si vous réagissez de la même façon. Je suis d'accord sur cette approche-là. C'est-à-dire, je pense que nous avons besoin que le politique s'attaque au problème d'harmonisation fiscale, parce que l'optimisation fiscale que beaucoup de nous condamnent à titre personnel, au-delà d'une certaine limite, est inéluctable dans un paysage où les désharmonisations fiscales restent aussi fortes qu'elles le sont aujourd'hui. Deuxièmement, je pense que les pouvoirs politiques français successifs n'ont jamais attaqué sérieusement ce problème, parce qu'ils savent tous qu'en hypothèse d'harmonisation fiscale qui progresserait, bien entendu, pour prendre un exemple, le taux d'imposition sur les sociétés en Irlande augmenterait, mais le niveau moyen de l'impôt français diminuerait. Bien entendu, comme on est un pays qui a le taux d'imposition le plus élevé, il est clair que dans un effort d'harmonisation internationale, on serait amené nécessairement à chercher des points d'équilibre intermédiaires par rapport à les sous-fiscalités de certains pays et notre sur-fiscalité. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Ce que je voudrais ajouter, c'est que très clairement, hier, c'était les constructions qui bougeaient, les schémas. Hier, oui, on avait besoin de spécialistes fiscaux pour construire des schémas intelligents. Demain, au fur et à mesure que la discipline fiscale de chaque pays se renforcera, ce sont les activités elles-mêmes qui bougeront. Est-ce que je peux vous dire que tous les groupes du CAC 40, dans leur carton, ont des plans, ont des études de déplacement de leur siège social? Toutes, sans exception. Donc l'appareil productif se prépare, le cas échéant, à ça. Je vais donner un exemple concret. Dieu sait que j'avais essayé d'attirer l'attention des politiques là-dessus pendant des années et des années, sans aucun succès. L'un des plus beaux paradis fiscaux qui soit en Europe est à Londres. Il s'appelle le régime des résidents non domiciliés. On m'a offert d'y adhérer quand une banque britannique a cherché à m'embaucher. Donc je sais exactement comment ça marche, parce qu'on m'a fait valoir les avantages. Les avantages sont effectivement fantastiques. Vous n'êtes plus imposé nulle part, sur vos revenus et votre patrimoine, sauf à Londres, pour uniquement les revenus que vous gagnez à Londres même. Résident non domicilié. Donc dans votre pays d'origine, vous n'êtes plus résident puisque vous êtes résident à Londres. Donc vous n'êtes plus imposé dans votre pays d'origine et vous êtes imposé à Londres uniquement sur vos revenus britanniques. Ça fait des années que je dis, mais qu'est-ce qu'on attend pour soulever ce problème? C'est mieux que Jersey, hein. Merci, Monsieur le Président. J'avais deux types de questions. La première sur les créations de filiales de banques. Je ne pense pas nécessairement à directement de l'optimisation ou de l'évasion fiscale, mais vous avez évoqué les différentes motivations. Est-ce que, pour un certain nombre de banques, il n'y a pas aussi la motivation d'optimiser d'une certaine manière les exigences des différentes supervisions bancaires d'un pays à l'autre, en mutualisant des choses qui ne devraient pas être mutualisées, très clairement, en particulier les fonds propres, et que ça participe à une fragilisation du système bancaire global.
et à des contraintes que les banques répercutent parce qu'elles n'ont pas la solidité qu'elles sont supposées avoir sur leurs clients. Ça, c'est une question. La deuxième, c'est vous avez indiqué tout à l'heure que les entreprises n'avaient pas de comptabilité pays. Enfin, c'est quand même des entreprises qui sont cotées. Quelque part, l'exigence de transparence, on pourrait la pousser plus loin, soit du côté des régulateurs, soit du côté des marchés, simplement, qui pourraient exiger plus en termes de transparence là où ils placent leur argent. Alors pourquoi est-ce que cette transparence, on la refuse, alors que globalement, ceux qui placent de l'argent dans ces entreprises auraient tout intérêt à savoir exactement où est créée la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, si elle est créée ailleurs et finalement taxée ailleurs, tous les outils de transfert, que ce soit les dividendes ou que ce soit les facturations de prestations comme royalties ou autres, est-ce qu'on ne pourrait pas les limiter ? Non, et il y a aussi la question des prix de transfert qui a des effets un peu dans les deux sens. Je veux dire, de temps en temps, elle bloque et elle a engendré un certain nombre de délocalisations, de sorties de France d'un certain nombre d'entreprises qui étaient bloquées par les contraintes fiscales françaises, mais réciproquement, c'est aussi un outil d'évasion fiscale. Donc je dirais, sur ces questions de transfert de la création de valeur d'un pays à l'autre, comment est-ce qu'on peut mieux contrôler les choses ? Ce que je trouve très intéressant, c'est votre terme « contrôler ». Remontons vos questions. Les prix de transfert. À nouveau, si les niveaux de fiscalité sont harmonisés, il n'y a plus de problème de prix de transfert. Il y a des jeux sur les prix de transfert parce que les niveaux de fiscalité sont très différents. Accessoirement, la question des brevets est une question très intéressante, parce que pour traiter ça, il y a des pays où les redevances sur brevets ne sont pas fiscalisées du tout. Et donc, comme les brevets, ça doit pouvoir se délocaliser assez facilement. Bien entendu, si je suis une entreprise soucieuse de ses actionnaires, je vais mettre mon portefeuille de brevets, ce que fait Google d'ailleurs, je crois, ou Amazon ou les autres, ou Apple, je vais mettre mes brevets dans des endroits où il n'y a pas de fiscalité sur les redevances. Au nom de quoi je ne le ferai pas ? C'est un problème de prix de transfert, de délocalisation, parce que les niveaux de fiscalité sont très différents. Et à nouveau, si les niveaux de fiscalité sont très différents, et si vous luttez avec la dernière énergie contre les différences de prix de transfert, et si vous arrivez à avoir une réglementation parfaitement efficace, c'est l'activité elle-même qui finira par bouger. Donc la vraie question de fond, c'est la différence de fiscalité. Deuxièmement, deuxième question, c'est normal que vous soyez très attaché à la notion de périmètre pays, parce que vous êtes un législateur, donc attaché à l'idée de nationalité. Mais il faut bien voir qu'une grande entreprise, une entreprise internationale, c'est pas comme ça qu'elle raisonne. Elle a plusieurs métiers. Donc je vais prenons Total, parce que c'est un bon exemple. Total a un métier production, exploration, un métier raffinerie, un métier chimie, etc. Donc leur consolidation, leurs résultats, ce qui va intéresser les marchés, c'est la connaissance des performances de chacun des métiers. Donc le fait de savoir si les raffineries sont en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis ou en Chine, c'est un problème second par rapport à la question comment se porte la branche raffinerie de Total, prise globalement. Et la position des différents pays qui contribuent à la valeur ajoutée des raffineries de Total n'est pas la même que la position relative des différents pays qui contribuent à la valeur ajoutée exploration-production du même Total. Et donc la notion de pays n'est pas une notion cohérente pour Total pour agréger ces données. Il ne le fera que si effectivement, comme il paye ses impôts par pays, parce que ça c'est la marque de la souveraineté nationale, de chaque souveraineté nationale, il répondra aux demandes explicites du législateur de fabriquer des données par pays si on le lui demande ou si on le lui impose. Mais spontanément, ça n'est pas relevant, comme on dit en anglais. Si j'ai une filiale qui va faire des opérations bancaires sur, mettons,
la totalité de l'Afrique. J'ai une structure intermédiaire. La décomposition entre pays africains, moi, elle ne me préoccupe pas énormément. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats de ma filiale. J'ajoute que vous pouvez avoir une filiale commune sur 2 ou 3 pays différents. Et donc, pour répartir les opérations, il va falloir entrer dans la comptabilité analytique. Ce que les groupes ne font pas spontanément. Autrement dit, ceux qui font pour payer leurs impôts, ils ne le transposent pas à l'ensemble de leurs activités. Bien. Le pays n'est pas une notion adaptée à la structure actuelle des échanges tels qu'ils se produisent dans le monde. Et donc vous avez à organiser la rencontre entre des autorités nationales, des autorités fiscales nationales et des intérêts économiques qui n'ont pas les mêmes critères de jugement. Les groupes français sont très attachés à ce qu'ils font sur le territoire français pour des raisons politiques, pas pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, pour eux, s'implanter en France, en Allemagne, aux États-Unis ou en Chine, c'est un jugement froid, avantage, inconvénient. Bien. Même chose. C'est qu'on a considéré que dans ce pays-là, il y avait un intérêt à créer une filiale. Sur le reste, mais elle peut faire des métiers. Pays, c'est pas toujours. Mais elle peut faire des métiers complètement différents d'un pays à l'autre. Absolument, mais dans ce cas-là. Et donc elle sera consolidée suivant des branches différentes à l'intérieur du groupe. Je propose que maintenant interviennent les 2 dernières interventions. Oui, en vous écoutant, je suis en train de me dire, mais sans harmonisation fiscale, je ne vois pas comment les grandes entreprises sont prêtes, peuvent aller où elles veulent, et donc dans ce cadre-là, comment, parce que c'est ça aussi, in fine, notre souci, comment faire payer l'impôt à ces entreprises. Parce que, d'une part, elles construisent, elles fabriquent en France, mais elles ont la possibilité de facturer à partir de leur filiale qui se trouve à l'extérieur dans un autre pays. Alors, sans harmonisation, vraiment, là, vous êtes en train de me convaincre que sans cela, je ne dirais pas de salut, parce que... Exact. Et je reviens à mes 4 chiffres de tout à l'heure. Je suppose que par un coup de baguette magique, on arrive à sortir de toutes les sociétés internationales françaises les 4 chiffres. Valeur ajoutée en France, valeur ajoutée reste du monde, impôt payé en France, impôt payé dans le reste du monde. Si par extraordinaire, l'impôt payé en France est un pourcentage plus élevé par rapport à l'impôt payé dans le reste du monde, vous avez entièrement raison. Et ma conviction profonde aujourd'hui, c'est que tous les groupes du CAC 40 investissent proportionnellement davantage à l'extérieur de la France qu'en France même, pour cette raison-là. Oui. Une deuxième aussi rapide, quand on parle d'optimisation fiscale, moi je ne suis pas choqué qu'il y ait une optimisation fiscale, à condition, il y a des règles. Les règles, c'est l'État qui les met en place. Bon, tout ce qu'elles sont acceptables dans le cadre de la loi. Et sinon, ce n'est plus d'optimisation pour moi. Absolument, on est d'accord. Bon. On est d'accord. Ce que j'ai appelé optimisation, c'est bien du déplacement légal, d'écriture dans un premier temps, et puis d'activité dans un deuxième. Oui, parce que quand on parle d'optimisation agressive... Non, c'est pas de la fraude. Hein. On dit agressive parce que les résultats seront extrêmement positifs pour l'entreprise. Trop positifs, mais c'est un jugement moral.
Jacques Chiron, s'il vous plaît. Oui. Lorsqu'on s'est déplacé à Genève ensemble, on a rencontré les banquiers suisses privés, l'association des banquiers suisses privés. Et ils nous ont eu une réflexion à un moment donné, était de dire, vous savez, pourquoi vous faites tout ça? Parce que l'argent qui vient en Suisse, quand on regarde globalement les sommes, elles repartent autant repart en France. Et je me suis fait, du coup, ça pose des questions. Les filiales créées par les banques pour accompagner les clients, comme vous avez dit, à l'extérieur, ces mêmes clients, ils ont besoin de financement pour leur activité propre privée ou pour d'autres. Donc, je me pose la question, il y a forcément des montages financiers qui permettent que cet argent revienne d'une certaine façon. Alors, ça peut être par des prêts, ça peut être par des systèmes qui permettent à celui qui est allé à l'extérieur de retrouver des moyens en France pour continuer à se développer, mais avec peut-être des systèmes... voilà, parce que ça m'a assez étonné, ça. Je me suis dit, mais comment quelqu'un qui fait ça, qui reste en France et qui a des besoins pour développer, pour ceci, pour cela, comment il retrouve ces financements? Oui, il va, ça c'est assez simple, mais nous sommes en effet balance de paiement, c'est-à-dire vous sortez, mettons, frauduleusement de l'argent, ce qui s'est passé en Amérique latine pendant des années, ce qui se passe encore actuellement en Russie, par Chypre. Bon, c'est exactement le même cas. Donc vous sortez de l'argent frauduleusement, ça vous permet de ne pas payer d'impôts, donc vous le défiscalisez complètement, et comme vous avez besoin de l'utiliser localement, vous le reprêtez, si je puis dire, à travers une plateforme étrangère, ce qui est autorisé. Donc en balance de paiement, ça n'affecte pas le pays concerné, mais il a perdu l'impôt au passage. Quant à la défense globale des banquiers suisses, je vais dire tout à fait tranquillement que comme c'est une corporation qui a bâti sa prospérité pendant des décennies sur la fraude fiscale, je ne connais pas de corporatisme plus aigu et plus efficace que celui des banquiers suisses pris globalement. J'admire d'ailleurs, ça montre la vitesse de changement de l'atmosphère générale, parce qu'ils sont en train de changer de discours. C'est la première fois depuis qu'ils existent. Bien, Monsieur le Président, si vous voulez, nous allons passer aux dernières questions, aux derniers échanges avec notre rapporteur. Bien, merci, Monsieur le Président. Oui, pour rebondir sur l'évocation du séjour en Suisse, juste une citation que j'ai toujours en tête d'un ancien parlementaire suisse qu'on avait rencontré, Jacques, si tu te souviens, Rudolf Strahm, qui disait « Rien ne bouge en Suisse sans l'accord des banques ». Donc il vient conforter ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Deux questions que je voudrais vous soumettre, et je repars de ce que vous avez dit à propos de l'existence de la filiale Crédit Lyonnais en Suisse à l'époque où vous étiez à la direction, et sur laquelle donc, vous n'aviez pas la main, si je comprends bien, sur le contrôle interne notamment. C'est quand même très interpellant, cette situation. Avez-vous eu, par exemple, connaissance, à partir de là, de l'existence d'abus de biens sociaux réalisés par un dirigeant de banque, dans cette situation, par exemple, à partir d'une filiale, donc, implantée dans un paradis fiscal, qu'il soit la Suisse ou un autre? Ça, c'est la première question. Et puis, autre question, toujours par rapport à cette situation, est-ce que ça n'est quand même pas un sacré risque financier et donc économique pour un groupe comme le vôtre de ne pas pouvoir exercer de contrôle sur la filiale en question? C'est un risque quand même énorme d'un point de vue financier et économique. C'est quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire évoluer cette règle éventuellement, puisque, et ça me ramène au point de chute et au point de départ en même temps, vous disiez volonté politique, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Le débat sur l'optimisation et l'évasion, on l'a eu à plusieurs reprises. Mais l'optimisation, si c'est la loi, eh ben, la loi, l'expression absolue d'une volonté politique, c'est la modification de la loi. Donc ne pensez-vous pas qu'il y a là une voie utile à suivre? Et donc je vous soumets les deux questions précédentes sur, à savoir l'existence d'abus de biens sociaux éventuellement et l'absence de contrôle qui constitue un risque économique important pour le groupe. C'est bien entendu partout où la non-transparence, où la non-obéissance aux règles de régulation internationale est opposée à la maison mère, le risque devient gigantesque. Ça va de soi.
et en particulier toutes les structures de trust, je pense que les maisons mères bancaires ne connaissent pas, bien entendu, les noms qu'il y a derrière. Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce que dans ce cas-là, si le groupe n'a pas la main sur la filiale à l'étranger, est-ce que les autorités de contrôle, je pense à l'ACP et l'AMF, a un rôle sur le sujet? Pour moi, c'est la réponse. Mais c'est une autre façon de dire qu'il faut que la volonté politique soit en acier. Parce que vous n'avez qu'une façon de faire. Si vous êtes dans un pays qui ne respecte pas les règles de régulation internationale, ou qui dit les respecter, mais met une cloison étanche qui fasse que la maison mère ne peut plus aller vérifier, vous n'avez qu'une réponse à ça, avant de passer par la loi elle-même. C'est la décision du régulateur. Le régulateur peut dire, au nom de l'intérêt général et de la stabilité du système financier, j'interdis aux banques, par exemple françaises, de travailler avec tel et tel pays. Tant que ça, c'est possible. Et je me suis toujours étonné que le régulateur ne soit pas plus ferme sur cette question. Si je reviens à la Suisse, il y a longtemps, hein, c'est il y a une quinzaine d'années maintenant, donc quand j'ai pris conscience de ça, je suis allé voir le régulateur français, bien entendu, en disant, mais je fais quoi? Je suis responsable de quoi, puisque je ne peux pas vérifier? Je crois que ça a changé. Et je crois que ça a changé précisément à la suite d'une intervention régulateur sur régulateur. Mais quel est le régulateur aux îles Caïmans? Ça, alors là, pour le coup, j'en sais rien. Et donc, je pense que sur les éléments de fraude, sur les éléments scandaleux de non-transparence, c'est probablement pas un hasard si tous les hedge funds de la création sont aux îles Caïmans. Hein. Je pense qu'il y a un moment où si la loi ne le dit pas explicitement, il faut que la loi délègue au régulateur et que le régulateur prenne ses responsabilités. Simplement, vous aurez toujours à ce moment-là la réponse. Si vous faites ça, vous mettez le système financier français, si le régulateur français est plus sévère que les autres, vous mettez le système financier français en situation de faiblesse ou d'infériorité par rapport au système financier concurrent. À ce propos, j'ai en tête, on a eu des chiffres au moment du débat sur la loi bancaire qui est passé ici il y a quelques semaines. Et on avait vu un chiffre quand même assez interpellant, lui aussi, sur l'activité des banques françaises, comparativement à celle de l'Allemagne, de l'Espagne, nos partenaires européens. Et de mémoire, je crois qu'on était à 26% de l'activité des banques en lien avec le financement des particuliers, des ménages et des entreprises, tout le reste étant autre chose. Et nous étions, sur les 5 pays comparés, les derniers de la classe. Donc, cette zone d'ombre, entre guillemets, enfin, la spéculation que vous stigmatisiez tout à l'heure, hein, parce qu'on avait entendu dans les débats à un moment que certaines personnes disaient qu'on peut admettre un peu de spéculation, tout n'est pas acheté dans la spéculation. J'entends que vous n'avez pas cette position. Qu'est-ce que vous pensez de cela, sur l'activité réelle des banques par rapport à l'économie réelle, qui est le débat du moment? Je ne prends pas vos chiffres, monsieur le rapporteur, avec tout le respect que je vous dois. Je peux vous dire, mon expérience, c'est que dans une grande banque française du type les seuls sur lesquels le pourcentage doit être un peu différent, c'est probablement BNP Paribas et Société Générale, mais dans toutes les grandes banques françaises, à mon sens, 80 à 90% de la valeur ajoutée, je parle bien de la valeur ajoutée, je ne parle pas du bilan, je parle de la valeur ajoutée est liée à l'économie réelle. Écoutez, Monsieur le Président, il nous reste à vous remercier de nous avoir éclairé sur votre expérience, sur des points très précis d'ailleurs. Et aussi bien Monsieur le rapporteur que mes collègues, vous remercions une nouvelle fois. Merci de m'avoir reçu.